Bon, j'ai que 15 minutes, donc on va la faire courte. Je vais sauter la phase où je raconte ma vie. En gros, je travaille à la Maïf, c'est cool, en recrute. Je vais directement passer à la partie un peu technique de l'histoire. Il va d'abord falloir que je fasse une définition à grosse maille de ce qu'est du code asynchrone. Bon, si vous avez vu la presse d'avant, vous êtes à l'aise avec le concept. En gros, du code asynchrone, ce qu'il faut en savoir dans le cadre de cette présentation, c'est que c'est du code qui va être exécuté en fait plus tard. Et ça, c'est un truc qui est assez pratique pour gérer des actions qui sont bloquantes, comme par exemple un appel réseau. En gros, quand vous faites un appel réseau, vous avez deux écoles, bon, un peu plus comme on l'a vu avec la conf d'avant, mais vous pouvez faire un appel réseau, bloquer votre thread, attendre d'avoir le résultat de votre appel, et puis continuer votre exécution de manière synchrone. Il y a une deuxième technique qui est de donner en même temps que vous passez votre appel une fonction de callback, et du coup qui va être exécutée avec en argument le résultat de l'appel. Et du coup, pendant l'appel, ça veut dire que le thread sur lequel vous exécutez, vous pouvez exécuter d'autres codes. Et en fait, ce pattern-là, c'est un truc qui est super utile quand on n'a qu'un seul thread, comme c'est le cas en JavaScript, parce qu'en fait, en JavaScript, quand vous êtes dans le navigateur et que vous ne faites pas de trucs folkloriques avec les web workers, en fait, vous avez qu'un thread. Un seul thread qui sert non seulement à l'exécution de votre code JavaScript, mais aussi accessoirement au rendu du navigateur. Donc en fait, vous n'avez pas intérêt de le bloquer, parce que sinon, c'est pas juste votre appli qui va s'arrêter de marcher, mais c'est vraiment toute la page du navigateur, tous les inputs natifs et tout. Et vos utilisateurs vont se barrer, ça va être horrible, enfin bref. Alors, dans cette présentation, on va essayer de voir un peu plus en profondeur comment marche le runtime de JavaScript et comment marche justement cet asynchronisme. Alors, le premier concept qu'il faut comprendre, c'est le concept de stack. Donc là, j'ai représenté ça par un carré orange à droite. Là. En fait, la stack, c'est l'endroit où se situe le code qui est en train d'être exécuté. Donc alors, pour illustrer ça, j'ai mis un petit bout de code JavaScript à gauche. Là. Pendant toute la presse, je vais faire tourner une exécution de pseudocode. Alors pas parce que ça donne pas la même chose dans les navigateurs, mais parce que c'est plus facile comme ça de décortiquer ce qui se passe et d'illustrer des composants du runtime JavaScript qui ne seraient pas visibles autrement. Donc là j'ai mon code dans la partie gauche. Bon, il n'y a rien d'asynchrone pour l'instant, hein, donc c'est du code où je définis en fait une fonction qui s'appelle print_squareSum, super utile. Elle permet de loguer dans la console le carré de la somme de deux nombres. Okay, donc une fonction dont vous vous servirez tous les jours, j'en suis sûr. Et il faut imaginer, dans le cadre de cette présentation, que tout ce qu'il y a dans le pavé de code à gauche, c'est wrappé dans une fonction main. En fait, ça va nous aider à faire la différence entre le code qui vient du script initial et le code qui vient un peu se mettre dans la stack magiquement plus tard. On y reviendra. Donc là, si je déroule l'exécution de ce code-là, donc j'ai ma pseudo-fonction main qui est appelée, la définition de mes trois fonctions, ça c'est pas hyper intéressant. Et ensuite, j'appelle ma fonction print_squareSum. Okay, ma fonction print_squareSum, elle appelle ma fonction sum. Et en fait, là, ce qu'on peut déjà voir, c'est que dans la stack, les contextes de fonctions s'empilent en fait. À un moment donné, à un instant T dans la stack, vous avez tout l'historique de vos fonctions qui vous a amené à l'endroit où vous êtes. Et au passage, c'est notamment ça qui vous permet d'avoir des belles stack traces quand vous pétez des erreurs en JavaScript qui vous disent très exactement d'où est partie l'erreur, par qui elle a été appelée, etc. Donc voilà, on fait la somme des deux noms, on fait le carré, on fait un console.log qui le pseudo affiche dans la console. L'exécution est terminée, du coup ma stack se vide. Et voilà. Bon. Tout ça c'est un peu mignon, mais on est quand même là pour parler d'asynchronisme, donc maintenant on va faire un peu d'asynchronisme. La manière la plus simple d'en faire en JavaScript, c'est avec une fonction qui s'appelle setTimeout. En fait, setTimeout, c'est une fonction qui prend en paramètre deux choses. Un callback, donc, qui est une fonction asynchrone, enfin une fonction qui va être exécutée plus tard, et une durée en millisecondes. Et en fait, la durée en millisecondes, c'est le temps au bout duquel vous voulez que votre callback soit exécuté. Alors c'est du au moins. En fait, là, quand je dis setTimeout et que je lui passe 100, la fonction va être exécutée au bout de au moins 100 millisecondes. Mais en gros, ça peut être plus si le navigateur considère qu'il y a des trucs plus importants à faire entre-temps. Donc là, j'exécute mon code, le console.log, ça c'est classique. J'exécute mon setTimeout, donc évidemment, à ce moment-là, il n'y a que le setTimeout qui est exécuté, le contenu du callback l'est pas. Je fais mon console.log de end. Là, j'ai fini d'exécuter mon script, donc en fait, la stack va se vider. Il va se passer à peu près 100 millisecondes. Et il va y avoir magiquement un truc qui va réapparaître dans la stack, qui est en fait le callback que j'ai donné au setTimeout. Donc ça c'est un peu bizarre parce qu'en fait on a l'impression que le code du callback là il est ressorti d'un peu nulle part, on se demande ce qui s'est passé. Et en fait pour bien comprendre ça, il va falloir rajouter à notre modèle du runtime du navigateur des éléments supplémentaires. Donc que je rajoute dans cette slide, on va les dérouler au fur et à mesure que je m'en sers. Donc là j'ai exactement le même exemple qu'avant, sauf que cette fois-ci j'ai mis deux setTimeout, parce que ça sera plus rigolo avec deux trucs. Donc là on commence, j'ai mes deux setTimeout qui s'exécutent. Et là, on voit déjà qu'il y a un truc qui a changé dans une des nouvelles briques que j'ai rajoutées. C'est qu'en fait, setTimeout, c'est une fonction qui vous est exposée par le navigateur. Ce n'est pas du tout une fonction qui est codée en JavaScript. Enfin, ce n'est pas un truc implémenté en JavaScript. C'est vraiment un truc qui vous est... C'est une API qui vous est exposée par le navigateur, en fait. Et donc, en réalité, quand vous appelez setTimeout, vous appelez une espèce de primitive du navigateur. Et c'est le navigateur qui va faire quelque chose avec ça. Et ce qui vous garantit, c'est qu'il va faire quelque chose
avec la fonction de callback que vous lui donnez au bout de au moins 100 millisecondes. Mais vous, de votre point de vue de développeur JavaScript, c'est vraiment une boîte noire. Donc là, j'ai mon code qui finit de s'exécuter. C'est comme tout à l'heure, il va se passer à peu près 100 millisecondes, peut-être un peu plus. Et en fait, ce que le navigateur vous garantit, c'est qu'au bout de 100 millisecondes, il va positionner les callbacks que vous lui avez filés dans une nouvelle brique qui s'appelle la task queue. En fait, la task queue, c'est l'endroit où attendent d'être exécutées les fonctions asynchrones que vous passez, par exemple, quand vous faites du set timeout, quand vous faites des click handlers ou des choses comme ça. En réalité, les fonctions de callback, elles ne sont pas exécutées directement, elles sont d'abord positionnées dans la task queue. Et ensuite, vous avez un petit mécanisme qui est représenté ici par cette double flèche là, qui s'appelle l'event loop. Donc là encore un pont splendide avec la conférence d'avant. Et en fait, le rôle de cet event loop, ça va être sous certaines conditions de venir prendre le premier élément qui est dans notre task queue et de le placer dans la stack pour qu'il soit exécuté. Donc là, c'est ce qui va se passer une première fois. Mon console.log va être exécuté une première fois et la deuxième tâche va être exécutée. Et voilà, donc en fait, voilà où est passé mon callback entre toutes ces étapes qui nous semblaient un peu magiques tout à l'heure. Donc il est d'abord passé dans l'espèce de boîte noire du navigateur, ça dépend de l'implémentation, ce qui se passe. Et après, ça arrive dans la task queue. Donc si je résume ce qu'on a appris jusqu'ici, on a appris qu'il existait un truc qui s'appelle la task queue, qui est peuplé donc du coup via des API du navigateur. Ce qu'il y a dedans, en fait, ce sera souvent des callbacks, donc des callbacks de timeout, des callbacks de click handler, de n'importe quel event handler du navigateur. C'est exécuté par l'event loop, alors en mode first in, first out, donc c'est-à-dire le premier callback qui arrive dans la task queue sera le premier à être exécuté, et uniquement quand la stack est vide. Alors je vais vous faire une petite démo de ce truc-là. On va regarder une petite particularité de la task queue. Donc là, en fait, j'ai une page HTML avec un button. En gros, c'est rien de très particulier. Je rajoute un event listener dessus, donc sur le clip, pardon. Et en parallèle, du coup, j'exécute une centaine de fois des set timeout qui vont venir imprimer des trucs. Okay, donc l'idée, c'est que là, quand je vais charger ma page, il va d'abord y avoir ce bout de code-là qui va être exécuté. Et je mets les set timeout à 0 pour qu'ils soient relativement rapidement placés dans la task queue. Donc je vais avoir mes 100 set timeout qui vont être positionnés dans la task queue. Et après, quand je vais cliquer sur mon bouton, si vous avez bien compris ce que je vais vous expliquer, normalement ça va rajouter le callback de ma fonction. Ça va le rajouter aussi dans la task queue en dernière position. Okay, donc si je regarde ce qui se passe, alors je vais ouvrir les DevTools. Donc là je recharge ma page. Donc là on voit les done de mes set timeout qui apparaissent. Et sauf qu'en fait quand je clique, il se passe un truc très chelou. C'est que les console.log de mon callback de click, en fait, ils arrivent en plein milieu de mes callbacks de set timeout. Alors ça, c'est pas très cohérent avec ce que je vous ai dit avant, puisque je vous ai dit que la task queue, elle était exécutée en mode first in, first out. Or là, de fait, les callbacks de click, ils ont été mis en dernier dans la task queue. Et en fait, il y a une explication assez simple à ce truc-là, que je vous donnerai dès que je retrouve mes slides. Hop là. C'est qu'en fait, il peut y avoir, alors c'est pas une obligation, plusieurs task queues. L'aspect n'en dit pas beaucoup plus. Et en fait, en réalité, c'est le cas dans tous les principaux navigateurs. Là, par exemple, j'étais dans Firefox. Et dans Firefox, il y a au moins deux task queues. Donc, il y a celle des set timeout et celle des clics. Alors, pourquoi ? Parce que ça va permettre au navigateur, donc à vraiment l'implémentation du navigateur, de prioriser certains types de tâches. En l'occurrence, Firefox considère, et ça a l'air d'être la pratique assez répandue, que les interactions utilisateurs de clics sont plus prioritaires que les tâches de fond de set timeout qui ont été planifiées. Et donc, mais du coup, ça, c'est vraiment juste une possibilité qui est donnée par l'implème, mais il n'y a pas du tout de contrainte et les navigateurs font ce qu'ils veulent. La seule contrainte, c'est que les événements qui viennent de la même source, par exemple tous les événements de set timeout, ils seront toujours positionnés dans la même task queue. Donc là, on aura bien le first in, first out. Il y a un deuxième type de queue qui existe qui s'appelle la render queue. Elle est alimentée à partir des callbacks de la fonction requestAnimationFrame. C'est la fonction que vous devez utiliser si vous faites des animations. N'utilisez pas set timeout, n'utilisez pas set interval, utilisez requestAnimationFrame. Pourquoi ? Parce que cette fonction elle a la propriété intéressante d'être consommée juste avant chaque repaint du navigateur. Okay, donc les callbacks qu'on place dans cette fonction vont être exécutés avant le repaint. L'exécution de ces callbacks elle a lieu uniquement si la stack est vide. C'est un truc que j'ai oublié de vous dire sur la task queue, c'est en fait les callbacks qui sont dans la task queue, ils seront exécutés que si votre stack est vide, donc que si vous n'avez pas de code qui est en train de s'exécuter. En fait, pourquoi ? Tout simplement pour éviter d'avoir à faire une espèce de contexte switching avec potentiellement des race conditions un peu chelous. Là, en JavaScript, vos callbacks sont toujours exécutés quand il n'y a pas d'autre code qui est en train de finir de s'exécuter. Et c'est pareil pour ces callbacks-là. Les éléments qui sont placés dans la render queue, il y a une autre propriété particulière qui les concerne, c'est que tous ceux qui sont présents au moment où le navigateur commence à les consommer, enfin, où la task queue, où l'event loop commence à les consommer, ils seront tous exécutés. Et enfin, la render queue, elle est prioritaire sur la task queue au moment où le navigateur veut faire un repaint. Donc là, je vous ai mis un petit exemple où je schedule un petit millier de set timeout et un requestAnimationFrame. Donc là, hop, je vais avoir tous mes set timeout qui vont peupler ma task queue, ma render queue qui va être peuplée par mon requestAnimationFrame.
on peut considérer que ce code-là s'est exécuté assez rapidement, le code initial. Donc du coup, mon navigateur, il n'a pas besoin de faire de repaint, donc il va commencer à dépiler ma task queue. Il va en faire 1, il va en faire 2, il va en faire n. Et au bout d'un moment, il va avoir envie de se repaint. Problème, ma stack n'est pas vide. Donc il va d'abord attendre que la stack soit vide. Ensuite, l'event loop va changer de source et elle va venir consommer ma render queue, parce qu'il est obligé de la consommer avant le repaint. Donc le contenu de ma render queue va être consommé, le navigateur va faire son repaint, et après, il va continuer ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire finir de consommer la task queue. Exemple un peu plus compliqué, avec une fonction qui s'appelle Recursive Request Animation Frame. En gros, c'est une fonction, vous lui filez un callback, elle va scheduler ce callback-là dans un Request Animation Frame, et se rappeler après elle-même, de manière à ce qu'à chaque fois qu'un élément soit exécuté dans votre render queue, en fait, on remette le même élément juste à la fin. Donc là, c'est pareil, j'exécute ce code, on considère que le code initial s'est exécuté assez vite, on commence à dépiler les task queues, le navigateur veut se repaint. Donc il va venir lire les deux éléments qui sont dans ma render queue, parce qu'ici j'ai fait deux appels à Recursive Request Animation Frame. On va d'abord appeler ma fonction de callback, et ensuite il va se rappeler lui-même récursivement, donc il va venir remettre un élément en bas de la render queue. Là, vous voyez, il y a un élément qui est apparu. On consomme le deuxième, rien de très nouveau, il y a juste un deuxième élément qui apparaît dans la render queue. Et sauf qu'à ce moment-là, comme tous les éléments qui étaient présents initialement ont été consommés, c'était marqué par la grosse barre bleue qu'on voit dans la render queue, et bien en fait, l'event loop va arrêter de consommer la render queue et elle va revenir à la consommation de la task queue. Alors pourquoi ? En fait, tout simplement parce que ce pattern de rescheduler récursivement des animations, c'est vachement utilisé quand on veut faire des animations qui sont un peu continues au fur et à mesure des repaints. Et si l'event loop consommait la render queue sans s'arrêter, en fait, on restera juste bloqué dans une boucle infinie sans pouvoir faire le moindre repaint. Dernière queue, j'espère que vous êtes bien accrochés. C'est la micro-task queue. Il y aura un gros récap à la fin si vous voulez prendre une photo, rassurez-vous. Donc les micro-task queue, c'est un troisième type de queue qui est apparu quand le besoin s'est fait sentir d'avoir des trucs plus prioritaires que les tâches. Donc il n'y a que deux trucs qui ont le droit de mettre des tâches dans cette queue-là, c'est les promises et les mutation observers. Bon, alors les promises, je pense que tout le monde connaît, c'est ce qu'on récupère quand on fait un fetch par exemple. Les mutation observers, c'est les trucs un peu plus spécifiques dont on se sert un peu moins quand on veut observer des mutations du DOM. Et alors, les queues de microtasks, elles ont une propriété particulière, c'est qu'en fait, une fois que l'event loop a commencé à les consommer, elle ne s'arrêtera plus jusqu'à ce que la queue de microtasks soit vide. Ce qui peut avoir des effets assez rigolos. Donc là, je vous montre juste, ça c'est pas très intéressant, on va switcher directement. C'était juste pour vous montrer que les microtasks queues étaient plus prioritaires que les task queues normales. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que je déclare une promise, là, ici. Ensuite, je fais un certain nombre d'itérations de boucle où, en fait, je schedule des promises.zen qui font que des console.lag. Donc, finalement, c'est un ensemble de tâches assez léger. Et je fais aussi un set timeout et un request animation frame, histoire de tout mutualiser dans un seul truc. Et on va voir ce qui se passe quand j'exécute ça. Alors là, c'est pareil. On considère que ça s'est exécuté rapidement. Du coup, imaginons que le navigateur n'ait pas besoin de se repaint. Il va commencer par consommer le truc le plus prioritaire, la micro-task queue. Donc, il dépile la première. Il dépile la deuxième, et en fait là si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, une fois que l'event loop a commencé à faire ça, elle ne peut plus faire autre chose tant que la micro-task queue n'est pas vide. Donc en fait là ça veut dire qu'elle va être obligée d'exécuter mes 100 000 tâches avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Et ça, ce que ça inclut, c'est avant de pouvoir dépiler la render queue et donc avant que le navigateur puisse faire un repaint. Donc là, avec des dizaines de milliers de tâches hyper simples, c'est que des consoles.log à chaque fois, ça s'exécute hyper vite, en fait j'ai réussi à bloquer le navigateur. Parce que du coup, l'event loop pourra plus en consommer d'autres et votre interface graphique va être bloquée le temps qu'elle ait fini de dépiler toutes vos queues de microtasks. Donc une fois que c'est fini, là on peut considérer que c'est exécuté quelques secondes, le navigateur va vraiment avoir envie de faire un repaint. Donc il va vite aller consommer la render queue, faire son repaint et enfin il va s'intéresser au truc le moins prioritaire qui est la consommation de la task queue. Slide de résumé. En gros, on a vu qu'il y avait trois types de queues. La task queue, où les tâches sont exécutées de manière unitaire. L'event loop peut aller faire autre chose entre deux exécutions de tâches. Il peut y en avoir plusieurs. Render queue, alimentée uniquement par les callbacks de request animation frame, exécutée avant le repaint, qui a lieu idéalement 60 fois par seconde. Tous les éléments qui sont présents initialement sont forcément exécutés, et c'est prioritaire sur les tâches quand le navigateur veut faire un repaint. La micro task queue, on consomme la queue jusqu'à ce qu'elle s'épuise, donc attention à ne pas faire des promesses qui rajoutent elles-mêmes des promesses de manière récursive, parce que là vous pouvez vous retrouver bloqué. Bon, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et c'est la queue qui a la priorité de consommation la plus haute. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout le code asynchrone en JavaScript, il peut être exécuté uniquement quand il n'y a pas déjà un autre code qui est en train de s'exécuter, que ce soit un callback précédent ou un élément du script initial. Que asynchrone, c'est complètement pas pareil que non bloquant. Alors un exemple assez simple que ça, c'est si je fais une boucle for infinie dans un set timeout, ça on le sent bien, mais on peut voir que même avec plein de petites tâches qui s'exécutent très vite, finalement, on peut se retrouver bloqué.
Et enfin, bon, c'est un peu tiré sur l'ambulance, mais toute l'histoire de la micro-task queue, ça marche pas dans Internet Explorer et dans Edge. Alors dans Edge, peut-être bientôt, il y a une histoire de migration à Chromium ou je sais pas quoi. Quelques pointeurs qui sont cool, je vous tweeterai les slides, 2 conférences vidéo qui reviennent un peu là-dessus, un article de notre père à tous dans le développement front-end de Jack Archibald et les specs de Liventloop qui sont assez lisibles. Et je vous remercie de votre attention.